9h31 sur Direct Gestion. Nous sommes toujours donc avec Mathieu Bailly, président d'Octo-M. On va parler de différentes choses dans du contexte macroéconomique. Vous êtes donc un gérant obligataire. Donc, alors, on va expliquer un petit peu ce qu'on parle donc d'obligations souveraines, d'obligations convertibles, d'obligations du high yield, de plein de choses, investment grade. Il y a beaucoup de corps, il y a beaucoup de noms, de termes. Et c'est parfois un marché pas forcément très connu par les investisseurs individuels. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit cours pédagogique sur justement les différences entre ces différentes obligations? Alors, au niveau des classes obligataires, il y a différents types d'émetteurs qui ont besoin d'emprunter. Les souverains, effectivement, donc c'est la majorité des emprunteurs. Tout le monde sait que les États sont surendettés depuis. Donc là, quand on parle d'obligations souveraines, ce sont donc les pays. C'est la dette des pays. Exactement. Donc c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays ont de la dette. Ensuite, on va avoir une deuxième classe, c'est les agences d'État. C'est-à-dire que les États, pour déconsolider un peu de leur endettement à eux, mais s'endetter quand même, créer des agences. Donc là, on a par exemple en France la CADES, c'est la Caisse de remboursement de la dette sociale. On entend dire que c'est l'État. Ensuite, on a une troisième classe, c'est les financières. Donc ça, ce sont les banques. Les banques et assureurs. Au niveau des banques et assureurs, ils ont soit besoin de s'endetter pour des projets, mais c'est assez rare, soit besoin de s'endetter pour respecter la réglementation. Et donc là, on a parlé beaucoup de Bâle 3, de la réglementation des banques. En ce moment-là, ils ont besoin d'émettre énormément d'obligations subordonnées pour pouvoir respecter la réglementation. La réglementation, elle dit quoi en résumé? C'est que les banques doivent pouvoir faire face à une crise comme il y a eu en 2008, en ayant des obligations qui peuvent se transformer en capital au cas où il y a une difficulté. Et du coup, elles empruntent 100 aujourd'hui. Si jamais il y a une grosse crise, elles peuvent dire au prêteur, finalement, on vous rembourse que 60, et éventuellement, même ces 60, on les transforme en actions. Voilà. Donc ça permettra aux banques d'éviter d'avoir à être soutenues par l'État comme elles l'avaient été en 2008. Et ensuite, donc dans les banques, il y a des seniors et des subordonnés. Et ensuite, il y a les corporates. Donc ça, c'est l'ensemble des entreprises. Voilà. Donc fortement endettées également. Alors, dans les entreprises, il y a un peu de tout. Il y a des entreprises de très bonne qualité, comme Total, et des entreprises de très mauvaise qualité. On va pas les citer, mais qui sont très endettées, qui n'ont pas de résultats, etc. Donc ça, c'est déterminé par le rating. Donc toutes les obligations en rating, donc ça c'est une autre manière de classer les obligations, ça va de AAA à CCC, voire à D quand c'est en défaut. Donc autant un souverain qu'un corporate peut avoir un rating de très bonne ou de très mauvaise qualité. Le Venezuela, par exemple, a un rating très bas parce qu'il y a une grande chance qu'il fasse défaut très prochainement. En revanche, on a des corporates qui ont un rating quasiment meilleur que celui des États. Voilà. Alors, donc maintenant, ça c'est pour le petit cours. Sur les obligations, donc on parle souvent d'obligations, et en fonction du contexte, il faut revenir sur les obligations monétaires, sur les obligations convertibles. On parle beaucoup actuellement du high yield. Alors, il y a aussi toujours un problème, par exemple sur le high yield notamment, le problème de la liquidité, parce que ce sont des petites sociétés fortement endettées dont ce problème de liquidité, il y a un risque. En fait, la liquidité, c'était un problème qui n'existait pas trop il y a une dizaine d'années, puisqu'il n'y avait que des obligations d'État et de quelques corporates. Aujourd'hui, de plus en plus d'émetteurs ont accès au marché obligataire, avec évidemment des souches qui sont plus ou moins grandes. Une société qui fait 100 millions de chiffre d'affaires ne va pas émettre le même montant qu'une société qui fait 3 milliards. Du coup, tout le monde n'a pas accès à ces obligations-là, et quand on veut les revendre, ce n'est pas forcément aussi simple. Quand on doit revendre une obligation dont on détient 0,01% ou quand on en détient 10%. C'est compliqué pour un investisseur individuel d'aller sur ces obligations? En tout cas, d'un point de vue extérieur, ça paraît plus compliqué que d'aller sur une action, on ouvre un PEA, hop, et on va sur une action. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs sortes. Pour un même émetteur, il va y avoir une seule action et il peut y avoir 15 obligations, avec des maturités différentes. Donc on s'expose à différentes contraintes qui ne sont pas les mêmes que sur les actions. Et là, c'est en fonction du profil de risque de l'investisseur qui va choisir son Soit on choisit du très court terme si on a besoin de son argent tout de suite, soit on choisit du très long terme avec un peu plus de rendement, mais du coup on est exposé au taux. Imaginons je prête à 3% à un émetteur à 30 ans aujourd'hui. Si jamais demain les taux allemands rapportent du 4 parce que l'inflation a repris, etc., finalement mon investissement, j'aurai un manque à gagner dessus puisque je pourrais prêter à quelqu'un d'autre
avec un meilleur taux de rendement. Et moi, je me serais coincé avec du 3. Donc c'est vrai la deuxième raison, c'est que de plus en plus, les obligations ont des nominaux qui sont assez élevés. Récemment, il y avait BVA qui a fait une émission où le minimum d'investissement, c'est 200 000 euros. Évidemment, pour un particulier, soit on a un patrimoine très important, sinon, si on doit tout mettre sur une obligation, ça n'a pas trop de sens. C'est comme jouer au loto, là. Voilà, donc du coup, c'est vrai que pour un particulier, ça peut être plus efficient d'aller sur des fonds. Alors, il y a les taux, hein, on parle évidemment, c'est très corrélé aux taux. Alors, on a la BCE, évidemment, qui a lancé son quantitative easing en janvier. Et on a vu finalement qu'il s'est passé beaucoup de choses en amont. Il y a eu beaucoup d'anticipation, beaucoup d'espoir. Les marchés ont augmenté. Enfin, et voilà, ça a beaucoup bougé aussi sur le marché obligataire. Et depuis le QE, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. Alors, en fait, c'est un peu souvent le cas quand il y a une annonce qui est très attendue. Ça a été le cas d'ailleurs en juin 2014. Tout le monde attendait le fameux discours de la BCE. Une fois qu'a été annoncé finalement tout ce qui était plus ou moins prévu, au deuxième semestre, ça a été plutôt un marché difficile. Là, c'est un peu la même chose, mais en plus court. C'est-à-dire que l'année 2015, au lieu que ce soit divisé en deux semestres, c'est divisé en un premier mois dans lequel, comme on disait, le CAC a fait 10% et les souverains se sont resserrés de 20, l'euro est passé de 1,25 à 1,12. Et aujourd'hui, finalement, il faut quasiment déjà passer à l'étape 2 parce que une fois que tout est annoncé, finalement, qu'attendre de plus? C'est quoi l'étape 2 justement? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé, le resserrement des taux, même sur les marchés des actions, vous l'avez dit, donc une très forte augmentation des marchés actions. C'est quoi l'étape 2 maintenant? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'étape 2, c'est déjà on peut attendre un petit peu malgré tout, c'est réduire un peu les positions qu'on avait au mois de janvier. Alors quelle position? Quel type de... Notamment sur les souverains très longs ou sur les corporates de très bonne qualité. Se repositionner. Il y a toute comme on disait il y a quelques minutes, les bancaires et les financières vont avoir besoin d'émettre énormément. Donc du coup, revenir sur voilà, ce nous on avait vendu toutes les financières subordonnées en se disant justement que les émissions en primaire offriraient des primes parce qu'ils ont besoin en fait de donner un petit peu plus de rendement pour que les gens souscrivent. Et du coup, on revient sur les financières subordonnées aujourd'hui de manière assez importante, ce qu'on n'avait pas du tout au mois de janvier. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, on attendra quand même de voir début mars les premiers investissements de la BCE, voir quel impact ça peut avoir. Malgré tout, il devrait quand même y en avoir un petit peu, notamment sur les pays périphériques. En attendant mars, justement, en tant que gérant obligataire, vous commencez déjà à vous positionner ou est-ce que, au contraire, vous êtes un petit peu en attente? On a plutôt désinvesti un petit peu par rapport à ce qu'on était au mois de janvier. On a réduit un petit peu les poches dollars qu'on avait parce que finalement, comme on disait, le mouvement euro-dollar, il est quasiment fait. On ne va pas aller à 0,80 non plus. Et on se repositionne sur des dossiers qui n'ont pas encore profité de l'effet QE, parce que finalement tout le monde va au même moment à peu près sur les mêmes choses. C'est plus facile d'aller sur du souverain, c'est beaucoup plus liquide, c'est beaucoup plus immédiat que sur des dossiers à yield. Et donc il y a pas mal de dossiers qui n'ont pas encore, qui sont restés décotés sur la décote de la situation un peu difficile qu'on avait au deuxième semestre 14, et qui du coup sont à peu près dans les mêmes niveaux. Donc on commence à les racheter aujourd'hui. Et c'est la phase 2. Il y a le QE, en effet, donc les effets attendus du QE. Il y a aussi le relèvement des taux américains de la Fed qui aura lieu normalement mi-2015. C'est ce que le consensus attend. Ça va avoir un impact également évidemment sur les taux américains, mais dans son ensemble, sur le marché obligataire. Ça aura probablement un impact sur tous les marchés. Depuis 30 ans, il n'y a jamais eu un relèvement des taux américains qui se soit passé sans heurts. Alors, il faut dire aussi, là, ils essayent de prévenir un petit peu les marchés, ils essayent de prévenir. De prendre le temps. Ça fait même 2 ans qu'ils préviennent. Malgré tout, on peut quand même se dire que déjà sur le marché américain, les taux remonteront inévitablement puisque c'est le principe, et que ça pourrait avoir un petit impact sur les taux européens, au moins sur le court, à court terme. Donc
ça sera une période assez difficile qui a été un peu reculée parce que finalement le Plus de dollar a volatilité. tellement monté Ouais. récemment que finalement les États-Unis se demandent si remonter les taux tout de suite c'est une bonne solution. Le consensus était plutôt au premier, deuxième trimestre Oui. il y a 6 mois. Aujourd'hui, il est plutôt passé en deuxième partie d'année. Certains Euh, même parlent de 2016. Voilà, donc du coup, ça nous préserverait encore de quelques mois. Non, ce qu'on pense, nous, aux États-Unis, c'est que le 2 ans a été largement sous-évalué par les marchés. Donc, si on doit se positionner sur les taux américains, on se positionnera pas trop sur le 2 ans, mais plutôt sur des taux plus longs, avec des titres qui offrent des rendements significatifs, donc plutôt la partie high yield, qui permet de compenser en fait la hausse des taux. Et en Europe, c'est vrai qu'on devrait quand même avoir des petits mouvements de volatilité, hein. C'est pas forcément des mouvements de fond, mais des mouvements de volatilité à cette période de hausse des taux, aussi bien sur l'obligataire souverain, sur l'obligataire corporate et sur les actions. Alors, autre zone d'importance, c'est la Chine. La Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale. On parle donc du ralentissement de la Chine, même si ils ont quand même une croissance très enviable. Il y a eu quand même là récemment des déceptions sur les chiffres du commerce extérieur, une inflation en baisse. Voilà, donc le ralentissement économique chinois est quand même en place. Est-ce que ça a un impact sur le crédit, ce qu'on appelle le crédit chinois? Est-ce qu'on peut Alors, les obligations le problème chinoises. alors crédit chinois, clairement, c'est pas trop notre spectre et c'est à peu près le spectre de personne en Europe puisqu'il est interdit, à moins d'avoir des agréments spécifiques chinois. Pour le moment, on ne peut pas accéder au crédit chinois, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a clairement une bulle du crédit chinois qui s'est créée depuis 4-5 ans. On est largement au-dessus de ce qu'on pouvait avoir aux États-Unis en 2007. Il Et est là, probable. vous craignez une bulle, un éclatement de la bulle, justement? Oui, alors comment elle se passe? L'avantage de la Chine, c'est qu'ils ont un gouvernement très stable et qui tient l'économie, puisque c'est le principe des pays communistes qui font du capitalisme. Donc, ils doivent pouvoir avoir les outils pour gérer ça. Mais il y a quand même un risque assez fort, puisque le crédit est vraiment connu une expansion beaucoup trop forte récemment. Et c'est vrai que Est-ce que ça si peut en avoir une face, il y a contagion sur d'autres pays, peut-être périphériques à la zone Asie? il y aura probablement une contagion à tous les sous-traitants chinois déjà, parce que la Chine commence déjà à sous-traiter dans des pays comme un peu la Corée du Nord, évidemment, ou le Vietnam. Donc il y aura probablement une contagion, et la Chine est tellement importante au niveau flux avec l'ensemble du monde que ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble des pays. Oui. Et donc, vous le regardez Aujourd'hui, du coup, ce risque-là? pour le moment, nous, on n'a pas des dossiers qui seraient très concernés. L'Europe est quand même moins concernée que ne peuvent l'être les pays asiatiques dans l'ensemble et les États-Unis. D'autant plus qu'on a quand même, nous, cet effet QE qui vient contrecarrer un petit peu l'ensemble des effets macro classiques. On est un peu dans une situation... disons que si on était vraiment tiré par la macroéconomie, les taux ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui en Europe. Et les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, le CAC aurait pas fait plus 10. On n'est vraiment pas aujourd'hui conditionné par la macroéconomie, on est plutôt conditionné par les politiques monétaires de la BCE. Donc finalement, la Chine aura moins d'impact sur nous que ne peut l'avoir sur les États-Unis qui sont justement en période toutes les politiques monétaires aujourd'hui, à part les États-Unis, toutes les politiques monétaires, toutes les banques centrales ont des politiques d'assouplissement, même la Chine. C'est le principe de la guerre d'échange. Que tout le monde disait dans le G20 d'il y a 2-3 ans, se promettait les uns aux autres, on ne fera jamais de guerre d'échange. En fait, tout le monde était en train de préparer la guerre d'échange à venir. On est dedans. Heureusement, nous, on a la chance d'arriver après les États-Unis. Bon, on va espérer que ça se passera bien. Que ça se passera bien. Merci beaucoup Mathieu Bailly, donc président d'Octo AM. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Gestion.